Une femme riche ridiculisa un homme qu'elle croyait être du personnel, assez fort pour que toute la table l'entende. Quelques instants plus tard, son monde bascula lorsque l'invité d'honneur révéla que l'homme qu'elle avait moqué était la raison pour laquelle il avait un avenir. Le bal au Plaza Astoria Hotel de Manhattan était digne d'une grande soirée. Des colonnes dorées, des sols en marbre, des lustres en cristal qui tombaient comme des gouttes de pluie précieuses. Mais aucune de ces paillettes ne pourrait dissimuler ce qui allait se produire. Les invités frappèrent leurs verres, se serrèrent la main, riant plus fort qu'ils ne le pensaient. C'était l'une de ces nuits où chaque sourire ressemblait à une carte de visite. Les serveurs se faufilaient entre les invités, portant des plateaux de flûte, de champagne et de bouchées au homard, prenant soin de ne pas frôler les bras des robes qui valaient plus que leur salaire annuel. Près du centre de la salle se tenait Céleste Whitfield, blonde platine, taillée dans du satin écarlate, portant des perles comme si elles étaient son droit de naissance. La plupart des gens la reconnaissaient grâce aux panneaux publicitaires immobiliers à travers Long Island. Elle était du genre à murmurer fort quand elle voulait attirer l'attention. C'est alors que son regard se posa sur Walter Jennings, assis près de l'arrière, à côté du grand centre de table florale. Personne ne prêtait vraiment attention à lui. Il avait peut-être une 60aine d'années. La peau brune, une posture digne, des cheveux argentés et blancs. Il portait un costume sombre, propre et bien coupé, mais clairement pas de haute couture. Il semblait calme, presque trop calme pour l'espace dans lequel il se trouvait. Céleste haussait un sourcil, pencha la tête, puis donna un coup de coude à la femme assise à côté d'elle. « Qui a bien pu laisser le personnel s'asseoir dans la section des invités ?» dit-elle, sa voix haute et perçante, assez forte pour couper le verre. Quelques invités se figèrent. Un homme jeta un coup d'œil à Walter, puis se détourna rapidement vers le bar. Quelqu'un laissa échapper un rire gêné, à moitié forcé, plein d'inconfort. Walter ne réagit pas. Il l'entendit sans doute, mais il resta assis, les mains posées calmement sur ses genoux, les yeux fixés droit devant lui, pas sur elle, ni sur personne, juste droit devant. Céleste ne s'arrêta pas là. « Je veux dire, c'est un gala, non? Il y a un code vestimentaire, il aurait dû recevoir la note. » ajouta-t-elle en souriant, tournant son verre de champagne comme si cela la rendait importante. Une jeune femme près de là, Nora Hastings, leva les yeux de sa table. Elle avait entendu le commentaire. Elle serra les lèvres, et son mari se pencha vers elle en chuchotant « Laisse tomber, Nora ». Mais Nora ne voulait pas laisser passer ça. Elle fixa Walter, puis retourna son regard vers Céleste. Il y avait quelque chose dans sa posture, quelque chose d'inébranlable. Nora tourna légèrement son siège, se tournant davantage vers lui, comme si elle savait qu'il méritait au moins cela. Pendant ce temps, Céleste continuait de parler. C'est pour ça qu'il faut des invitations sélectionnées. Les standards se sont effondrés depuis que Liliane a cessé d'organiser ces événements. Elle renifla en sirotant à nouveau, tandis qu'un homme plus âgé, en smoking, se tourna vers Céleste. « Peut-être devriez-vous vous asseoir et vous préoccuper de vos propres chaussures » marmonna-t-il assez bas pour rester poli, mais assez fort pour qu'elle l'entende. Céleste cligna des yeux, prise de court, mais se reprit rapidement, affichant un autre sourire forcé et cherchant des regards autour d'elle pour voir qui l'avait remarqué. Les yeux s'agitaient, les murmures commençaient à se répandre. Walter resta immobile. Quelqu'un, à la micro, appela à l'attention de tous. Le maître de cérémonie, un petit homme à la voix de velours, remercia tout le monde pour leur présence à la soirée de charité pour la Fondation Saint-Elias. Les applaudissements résonnèrent à travers la salle. Les verres de la salle tintèrent, mais à ce moment-là, le commentaire, le silence qui suivit, la façon dont les gens se lançaient des regards en coin, cela pesait lourdement dans l'air. Personne n'en parlait, mais tout le monde le ressentait. Walter n'avait pas besoin de parler. Son silence avait déjà dit bien plus que les mots de Céleste n'auraient jamais pu le faire. Mais la soirée n'avait pas fini de montrer aux invités qui était vraiment Walter Jennings.
Walter Jennings n'avait pas toujours été l'homme silencieux au fond de la salle. Il fut un temps où il remplissait les salles de son rire et avant cela, de sa musique. À la fin des années 60, il était connu sous le nom de Walt the Keys, dans un petit bar de jazz à Bâton Rouge, bien avant que la ville ne soit engloutie par des hôtels en chaîne et des parkings. Elle jouait du piano comme si c'était une partie de son âme. Les gens disaient que sa main gauche racontait des histoires et que sa main droite y répondait. Mais la vie prend souvent des tournants inattendus. Il déménagea à Newark en 1973 avec sa jeune femme, Lillian, après que leur appartement en Louisiane ait été inondé au-delà de toute réparation. Pas d'assurance, pas de famille sur laquelle compter, juste une valise chacun et un bébé en route. La musique dut s'arrêter. Les factures n'acceptaient pas de mélodie. Il trouva du travail en nettoyant des bureaux la nuit, puis en balayant les sols à l'université communautaire. Et finalement, il décrocha un poste de concierge à l'hôpital pour enfants du centre-ville, le St. Elias Medical Center, où il resta pendant 31 ans. La plupart des gens n'avaient jamais demandé son nom. Certains acquiesçaient. Quelques médecins prenaient la peine de lui dire merci, mais en grande majorité, Walter devint une partie du décor, nettoyant les dégâts, réparant les lumières clignotantes, offrant silencieusement des mouchoirs aux parents en larmes qui n'avaient dans plus de larmes à verser. Il n'était jamais en retard, pas une seule fois, et il ne manqua jamais un jour, sauf le matin où Lillian mourut. Même alors, il appela pour s'excuser. Retour à la soirée, Céleste n'avait toujours pas fait le lien avec tout cela. Walter n'était pour elle qu'un homme qui n'avait pas sa place ici. Mais près de la table de catering, une infirmière plus âgée nommée Patrice Duval l'avait reconnue dès qu'elle entra. Elle ne l'avait pas vue depuis plus d'une décennie, mais son visage était gravé dans sa mémoire. Les nuits où elle était restée tard avec des enfants trop malades pour dormir, Walter fredonnait doucement du jazz, tout en balayant le sol. La même mélodie à chaque fois. Cela calmait tout l'étage. Il avait l'habitude de sortir des livres de coloriage de sa propre poche et de les offrir aux frères et sœurs qui s'asseyaient dans les salles d'attente pendant des heures, parfois des jours. Patrice traversa lentement la pièce, se frayant un chemin à travers les cercles de conversation et les verres de martini. « Monsieur Jennings », dit-elle en tapotant son épaule. Il se tourna, une légère surprise traversant son visage. « Mademoiselle Duval », répondit-il doucement, puis se leva. Elle le prit dans ses bras sans demander. « Tu as l'air bien », dit-elle, les yeux brillants. « Tu as toujours cette médaille de 92 ?» demanda-t-il. « Toujours épinglée sur mon tableau d'affichage », répondit-elle en riant. Les gens autour les regardaient. Des murmures commencèrent à se répandre. Certains commençaient à assembler les pièces du puzzle, mais Céleste n'avait rien remarqué. Elle était trop occupée à scruter la salle à la recherche de personnes plus importantes sur l'échelle sociale. Elle ne vit même pas la façon dont les mains de Walter tremblaient légèrement lorsqu'il se rasseyait, non par faiblesse, mais par mémoire. Cela faisait des années que personne dans une salle comme celle-ci ne l'avait salué comme un égal. Pendant ce temps, Patrice se rendit à sa table, se pencha en avant et commença à chuchoter à quelques jeunes invités. « Cet homme, dit-elle en pointant Walter, avait l'habitude de garder des barres de granola en extra dans son chariot pour les enfants qui arrivaient affamés. Il apportait des chaussettes chaudes de chez lui quand on en manquait. »« Pas possible, marmonna l'un d'eux, en jetant un coup d'œil. »« Si, c'est possible, répondit Patrice. Cet homme faisait tourner cet hôpital d'une manière que personne ne voyait. Il y a quelque chose dans la vérité. Elle n'a pas besoin de microphone. Elle se répand toute seule. Regard furtif, conversation à voix basse, posture qui change. Les gens qui avaient ignoré Walter plus tôt le regardaient maintenant avec un œil nouveau. Ce n'était pas de la pitié, ni de la culpabilité. C'était autre chose, du respect. Il n'avait jamais demandé d'attention, n'en avait jamais reçu, mais les projecteurs se tournaient déjà vers lui, et quelqu'un d'important s'apprêtait à entrer en scène. Au moment où les assiettes de dessert furent débarrassées
et que le quatuor à cordes passa à une mélodie plus douce, l'atmosphère dans la salle avait changé. Ce n'était pas bruyant, pas ostensiblement, mais les conversations avaient changé de direction. À la table 9, on jetait régulièrement des coups d'œil vers le fond, vers Walter. D'autres se penchaient en avant pour murmurer des choses comme « Tu sais qui c'est ?» ou encore « Je crois qu'il a travaillé à Saint-Élias ». Personne n'élevait plus la voix, pas même Céleste. Mais elle remarqua le changement. Elle qui avait passé des décennies à maîtriser l'art de lire une pièce, savait parfaitement que, maintenant, la salle ne tournait plus autour d'elle. Elle penchait vers un homme en costume noir simple, qui n'avait pas prononcé un mot de toute la soirée. Elle ne comprenait pas, et cela la dérangeait. De l'autre côté de la salle, Patrice continuait à parler, cette fois avec un jeune financier nommé Theo Merriman, qui avait fait un don à 6 chiffres plus tôt dans la soirée et buvait désormais du ginger ale comme si c'était du whisky. Un jour, il est resté assis dans le couloir, avec un enfant trop terrifié pour entrer en salle d'opération, lui raconta-t-elle. Il lui a tenu la main pendant 2 heures. Personne ne le lui avait demandé. Théo haussa les sourcils. « Et c'est le même gars qu'elle a moqué tout à l'heure, ce même homme-là ?» Théo baissa les yeux vers son badge, puis regarda Walter. « C'est fou, ceux qui font le plus sont souvent ceux qui ne réclament jamais le moindre mérite. » À la table centrale, Céleste croisa les jambes et se pencha vers un couple qu'elle essayait d'impressionner depuis le début de la soirée. Barrett et Angela Crowley, donateurs de longue date, connus pour ne pas garder le silence quand quelque chose leur déplaisait. « Je pense que les gens exagèrent, » dit Céleste, d'un ton sec. « Il s'agit simplement de standards. Ces événements étaient autrefois élégants. Maintenant, on a des gens qui manifestement ne respectent pas le code vestimentaire. » Angela ne répondit pas. Barrett attrapa un bâtonnet de pain, sans même la regarder. Céleste insista. « Ne me dites pas que vous croyez à toute cette histoire du mystérieux invité au grand cœur. Ce n'est pas un film. » Angela se tourna enfin vers elle. « Non, dit-elle, mais c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, parfois les gens sont bons et bienveillants, sans avoir besoin d'un public. » Cela coupa net Céleste. Elle cligna des yeux, tourna son attention vers son téléphone et se mit à faire défiler l'écran comme si elle s'ennuyait. Mais ses phalanges étaient d'eau blanche autour du pied de son verre de vin. Dans le coin le plus éloigné de la salle, Walter était toujours assis calmement. Il observait la soirée se dérouler sans dire un mot, comme un homme habitué à ce qu'on le dépasse, qu'on l'ignore. Mais ses yeux, profonds, alertes, ne rataient rien. Il jeta un regard vers Patrice et lui fit un léger signe de remerciement. Puis il regarda vers un homme qui entrait à grands pas par les portes près de la scène principale. Un homme plus jeune, grand, en costume parfaitement ajusté, pas tape à l'œil, simplement élégant. Il dégageait une confiance tranquille, comme quelqu'un qui appartenait à la pièce, sans avoir besoin qu'elle le définisse. Walter sourit, juste un peu, parce que c'était son fils. Le docteur Ellis Jennings, chirurgien cardio-thoracique diplômé de Harvard, orateur principal de la soirée et lauréat du prix de la réalisation humanitaire médicale. Il n'était pas un inconnu des événements de ce genre. Il avait déjà parlé sur des podiums de Los Angeles à Boston. Mais ce soir, c'était différent. Ce soir, il n'était pas là uniquement en tant que médecin. Il était là en tant que fils. Les gens commencèrent à se retourner. Certains remarquèrent de son entrée. Le maître de cérémonie, ajustant son micro, annonça « Et maintenant, j'ai l'honneur d'accueillir notre orateur principal, un homme dont l'impact va bien au-delà de la salle d'opération. » La pièce se redressa. Les chaises glissèrent légèrement vers l'avant. Les téléphones furent discrètement rangés. Walter leva de nouveau les yeux. Toujours calme, mais si l'on regardait attentivement, on pouvait y déceler une infime lueur de fierté. Céleste se pencha soudainement, intriguée. « Enfin » murmura-t-elle pour elle-même. « Quelqu'un qui compte. »
mais les mots qui allaient être prononcés depuis la scène allaient bouleverser son monde. Les lumières s'adoucirent légèrement, alors que la voix du maître de cérémonie résonna dans la salle. « Veuillez accueillir le docteur Ellis Jennings. » Des applaudissements polis s'ensuivirent. Certains tapèrent dans leurs mains un peu plus fort que les autres, désireux de montrer qu'ils savaient qui il était. Quelques-uns se levèrent, non pas pour lui, mais pour ce qu'il représentait. Diplômé d'Harvard, reconnu à l'échelle nationale, un homme qui sauvait des vies. Ellis entra avec une précision calme. Pas de vantardise, pas de pose théâtrale, juste une présence discrète mais assurée. Il monta sur scène, vêtu d'un costume bleu marine impeccable, ajusta le micro, puis prit un long moment de silence avant de parler. Céleste l'observait depuis sa chaise, les yeux rivés sur lui. Elle redressa son dos, remit en place une mèche de cheveux, déjà en train de formuler le compliment qu'elle lui lancerait si elle le croisait après le discours. « Bonsoir, » dit Ellis. Sa voix était posée, mais elle portait, comme celle d'un homme que l'on n'interrompt pas. « Je tiens d'abord à remercier la Fondation Saint-Elias pour cet honneur. J'ai déjà reçu des prix auparavant. Mais celui-ci est personnel. » Céleste resta immobile, comme de la pierre, ni défensive, ni en colère, juste figée. Ses mains étaient désormais pliées calmement dans son giron, ses yeux passant de Walter à Ellis, comme si elle tentait de réécrire le souvenir de son commentaire, comme si elle souhaitait qu'il n'ait jamais eu lieu. Mais il avait eu lieu, et désormais, il faisait partie de la mémoire de chacun. Ellis changea de sujet. « Chaque vie que j'ai aidé à sauver, c'est parce que quelqu'un d'autre a tout donné pour que je puisse être dans cette salle d'opération. C'est ça, la vraie histoire derrière ce prix ce soir. » Il marqua une pause, puis prit une grande inspiration. « J'aurais voulu que mon père soit ici, parce qu'il n'a jamais demandé de reconnaissance, mais je pense qu'il est temps qu'il l'obtienne. » Sur ces mots, il s'éloigna du podium une fois de plus et quitta la scène. Pas vers la table des VIP, ni vers le stand de presse, mais tout droit vers Walter. Il se pencha, lui murmura quelque chose à l'oreille et l'aida à se lever. Il y avait une force tranquille dans le mouvement de Walter. Pas de dramatisation, juste une présence. La salle éclata en applaudissements. Pas des applaudissements polis, mais des applaudissements réels. Ceux qui montent en vagues et ne s'arrêtent pas. Walter ne leva pas les bras, ne s'inclina pas. Il posa simplement sa main sur l'épaule de son fils et offrit un doux sourire à la foule. Un sourire qui disait « Merci, je vous vois, et ce n'est pas de moi dont il s'agit. » Ellis fit un geste en direction d'un membre du personnel proche, murmura quelque chose, et en quelques secondes, un second micro fut apporté près de Walter. Il hésita un instant, puis s'avança. « Je n'avais pas prévu de prendre la parole ce soir, » dit Walter d'une voix grave mais stable. « Mais j'aimerais dire une chose. » Tous les yeux de la salle étaient braqués sur lui. Il n'y a pas de petit travail, seulement de petites mentalités qui pensent que la valeur vient d'un titre. Silence. J'ai nettoyé les sols pour que mon fils puisse marcher dessus en toute confiance. J'ai sacrifié, pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Et je n'ai jamais vu ça comme une faiblesse. Il balaya la salle du regard. Mais j'ai été dans suffisamment de salles comme celle-ci pour savoir que certains voient un homme en uniforme et pensent que c'est tout ce qu'il est. Ses yeux trouvèrent ceux de Céleste, non pas avec hostilité, mais avec vérité. Et c'est bien, parce que la valeur d'un homme ne se décide pas par qui le remarque, elle se manifeste par ce qu'il construit. Les applaudissements revinrent, plus lents cette fois, plus lourds, plus personnels. Mais avant que la soirée ne se termine, la femme qui avait tout déclenché devrait affronter quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Céleste resta assise tandis que la salle continuait d'applaudir, mais elle se sentait rétrécir à chaque seconde. Elle avait toujours su comment naviguer dans les foules, quand rire, quand flatter, quand orienter une conversation. Mais ce n'était pas une situation dont elle pourrait s'échapper avec son charme. Walter ne l'avait même pas regardé directement lorsqu'il avait parlé, mais le poids de ses mots
était retombé directement sur elle. Les visages autour d'elle étaient différents maintenant. Plus alertes, plus réfléchis, moins enclins à excuser les types de commentaires qu'elle avait faits sans hésitation, à peine 1 heure auparavant. Quand les applaudissements se furent finalement apaisés et que l'animateur revint pour remercier les invités, Céleste se leva et s'excusa doucement de sa table. Elle se fraya un chemin à travers la foule, comme quelqu'un cherchant de l'air frais, mais au lieu de se diriger vers les sorties, elle se dirigea vers Walter. Il était toujours debout près de la scène, parlant doucement avec Ellis. Son fils avait une main posée sur son dos, non pas comme un appui, mais comme un signe silencieux de respect, comme un garçon rappelant au monde qui était l'homme véritable dans la pièce. Céleste s'approcha lentement, hésita, puis s'avança. « Monsieur Jennings, » dit-elle. Walter tourna la tête. Son expression était neutre. Il ne souriait pas, il ne fronçait pas les sourcils. « Je vous dois des excuses, » continua-t-elle, sa voix plus calme que d'habitude. « Ce que j'ai dit plus tôt était ignorant. » Il hocha la tête une fois, laissant le silence faire tout le travail. « J'ai fait une hypothèse, et j'avais tort. Profondément tort. » Walter prit un moment avant de répondre. « J'apprécie l'excuse, » dit-il simplement. « Mais vous n'avez pas seulement supposé quelque chose à propos de moi. Vous avez montré aux gens qui vous êtes. » Le souffle de Céleste se coucha légèrement dans sa gorge. « Je sais, » dit-elle en avalant difficilement. « Et je dois vivre avec ça. » Il la regarda, non pas avec cruauté, mais avec honnêteté. « Alors, peut-être faites quelque chose de mieux avec ça, » dit-il. Elle hocha la tête, non pas parce qu'elle voulait donner une bonne impression, mais parce que c'était la seule chose à faire. Elle recula et laissa les 2 hommes reprendre leur conversation. De l'autre côté de la salle, les gens parlaient différemment maintenant. Pas plus fort, juste avec plus d'intention. Quelques invités s'approchèrent de Walter pour lui serrer la main. D'autres se contentèrent de le regarder, clairement émus par ce qu'ils venaient de voir. Angela Crowley, près du buffet de dessert, se tourna vers son mari et dit « Tu sais ce que je vais surtout retenir de ce soir ? Qu'un homme qui a prononcé moins de 200 mots a réussi à en enseigner plus à 100 d'entre nous, qu'on a appris tout au long de l'année, » répondit Barrett en hochant la tête. « Il nous le fallait, » dit-elle. De retour à sa table, Walter finit par s'asseoir, sirotant de l'eau, pas du champagne. Son costume semblait toujours modeste, sa posture restait calme, mais maintenant, il n'était plus invisible. Ellis resta à ses côtés, refusant de se laisser emporter par les louanges. Il savait ce que cette soirée signifiait vraiment, et tout le monde le savait aussi. Le ton du gala avait changé définitivement, non pas à cause d'un scandale ou d'un moment viral, mais parce que la vérité, une fois prononcée simplement, ne pouvait être ignorée. Il n'y avait pas eu de feu d'artifice, ni de sortie dramatique, juste un changement tranquille, et pour une salle remplie de gens qui pensaient avoir tout compris, ce changement avait eu un impact plus profond que tout le reste. La ligne de voitures devant le Plaza Astoria s'étendait sur tout le pâté de maisons, une traînée de conversations flottant dans la nuit, mais à l'intérieur de la salle de bal, c'était presque terminé. Les tables étaient à moitié vides, les chaises en désordre, les serviettes abandonnées. Pourtant, Walter resta assis, prenant son temps. Son fils se tenait à côté de lui, une main dans sa poche, l'autre reposant légèrement sur le dossier de la chaise de Walter. « Ça va, papa ?» demanda Ellis. Walter répondit sans un mot, regardant droit devant lui, mais avec une tranquillité nouvelle. Il rit doucement, fatigué mais en forme. Il regarda autour de la pièce une dernière fois, comme s'il recueillait des souvenirs qu'il ne s'attendait pas à créer, pas à cause des discours ou des applaudissements, mais à cause du changement. Le changement silencieux. Celui qui ne se proclame pas, mais qu'on ressent dans la façon dont les gens vous regardent, dans la façon dont ils se tiennent différemment ensuite. Ils sortirent ensemble dans l'air plus frais de la nuit. Quelques attendants traînaient encore près de la sortie, parlant à voix basse, les manteaux jetés sur leurs bras.
L'une d'elles était Nora Hastings, la femme qui était restée silencieuse plus tôt quand Céleste avait fait ses commentaires. Elle s'approcha de Walter. « Je n'ai rien dit quand j'aurais dû, dit-elle, et j'ai pensé à ça toute la soirée. » Walter la regarda et lui offrit un sourire bienveillant. « Il faut plus de force pour réfléchir que pour parler dans la colère. Tu as bien fait. » Nora lui sourit en retour, visiblement soulagée. « Je ne resterai pas silencieuse la prochaine fois, dit-elle. » Walter hocha la tête. « C'est ça qui compte. » Alors qu'elle s'éloignait, Ellis se tourna vers son père. « Tu sais, j'ai donné des discours lors de conférences nationales, mais celui-là, c'était différent. » Walter haussa un sourcil. « Parce que cette fois, j'étais dans la pièce. »« Non, » répondit Ellis, « parce que cette fois, ils écoutaient enfin. » Ils marchèrent lentement vers leur voiture, sans tapis rouge, sans flash, juste deux hommes côte à côte. Un père qui avait autrefois lavé les sols d'un hôpital, et un fils qui un jour en dirigerait un. Céleste était assise seule à sa table, fixant le verre de vin à moitié vide devant elle. Son chauffeur attendait depuis 20 minutes, mais elle n'avait pas bougé. Ce n'était pas exactement de la culpabilité. C'était quelque chose de plus difficile à nommer. Elle prit son téléphone et ouvrit le programme du gala. Là, sous la section « Orateur principal », elle relut la biographie d'Ellis, cette fois avec des yeux nouveaux. En bas, il y avait une petite ligne « Invité spécial, Walter Jennings ». Elle ferma le livret et se leva. Elle n'oublierait plus son nom. Une semaine plus tard, la Fondation Saint-Elias publia la vidéo complète du discours d'Ellis en ligne. Elle se répandit rapidement, non pas à cause du titre ou des distinctions, mais à cause de Walter, de son visage, de ses mots, de sa force tranquille. Les gens commencèrent à partager leurs propres histoires dans les commentaires. Des concierges qui les avaient encouragés, des parents qui avaient tout donné, des inconnus qui avaient cru en eux quand personne d'autre ne l'avait fait. Walter ne vit pas la plupart de ces commentaires. Il n'utilisait même pas les réseaux sociaux. Mais Ellis imprima quelques-uns de ses commentaires et les lut à haute voix pendant le petit déjeuner du dimanche. Walter écouta, puis rit. C'est drôle comme les gens prêtent attention une fois que la musique s'arrête. Ellis sourit. Oui, mais parfois, c'est à ce moment-là qu'ils entendent le plus clairement. Certains moments ne se terminent pas avec un grand bruit. Ils se terminent par une leçon. Cette nuit-là, au gala, n'a pas changé le monde, mais elle a changé autre chose. Elle a rappelé à une salle pleine de gens que la valeur ne brille pas ni ne scintille. Elle ne se trouve pas sous la forme d'un titre ou d'un costume sur mesure. Elle peut ressembler à un homme tranquille, avec un programme plié et des mains solides. Un homme qui a élevé un fils, le dos courbé et la tête haute. Un homme qui, sans jamais rien demander, nous a rappelé que la grandeur n'a pas toujours besoin de parler fort. Parfois, elle a juste besoin d'être vue. Si cette histoire vous a ému, ne serait-ce qu'un peu, prenez un instant pour penser aux personnes dans votre vie qui ont été ignorées. Dites merci. Dites-le maintenant. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, des histoires Mima qui nous rappellent qui nous sommes et qui nous devrions être, abonnez-vous et restez avec nous.